Avant de vous écouter, Michel Fayad, sur ce dossier particulier ce soir, je rappelle qu'en Afghanistan, les talibans viennent de légaliser le mariage des jeunes filles pubères, dès l'âge de 9 ans, parfois dès l'âge de 5 ans. La BBC, par exemple, a publié un reportage il y a quelques semaines, quelques jours, c'était le 18 mai, sur la pauvreté extrême en Afghanistan, sous les talibans. Et des pères vendent leurs filles en mariage. Elles ont 5 ans. Ici, on voit un père qui a beaucoup fait parler de lui et qui pleurait devant sa pauvreté. Il vendait ses filles afin qu'elles soient mariées. Avant l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021, il existait des institutions de protection qui offraient aux jeunes filles des recours légaux pour échapper au mariage forcé. Tous ces mécanismes ont petit à petit été démantelés par les nouvelles autorités en moins de 5 ans. On va en parler d'ailleurs avec vous, Michel Fayad. Téhéran, années 70, des étudiantes sur les campus sans voile. Kaboul, 1975, des jeunes femmes en jean dans les rues. Alger, années 80, des lycéennes libres. Beyrouth, années 60, le Paris du Moyen-Orient pluraliste et ouvert. Istanbul, Tunis, sous Bourguiba, bien Istanbul, sur Atatürk, des États laïques où les femmes avaient des droits réels. Et puis, dans chacun de ces pays, un basculement. La révolution islamique, les talibans, la décennie noire en Algérie, le Hezbollah, Erdogan, des mécanismes distincts, des chronologies différentes, mais partout, les mêmes premières victimes, les femmes. Absolument, et déjà pour répondre à ce que vous venez de montrer, il faut quand même rappeler que dans l'islam, il est demandé de suivre l'exemple de Mahomet, qui est l'exemple parfait. Et Mahomet, effectivement, s'est marié avec une gamine, Aïcha, de 7 ans, et il a eu des rapports sexuels avec elle alors qu'elle avait que 9 ans. Donc c'est le modèle à suivre selon les textes islamiques. Aussi, par rapport justement donc, à l'islam, avec les Arabes qui ont été les premiers islamisés, ils ont conquis au 7e et au 8e siècle une grande partie du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et c'est cette région, que ce soit le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord, c'était des régions qui étaient essentiellement soit chrétiennes, soit juives, soit zoroastriennes, soit polythéistes. Donc quand on dit aujourd'hui le Liban, la Syrie, l'Irak, même l'Arabie était essentiellement, ou même Israël-Palestine, ce qui est aujourd'hui, tout ça c'était essentiellement chrétien. Les Juifs de Médine, ils représentaient 50% de la ville, ils ont été exterminés. Et toute cette région en Afrique du Nord était essentiellement chrétienne. Les Coptes d'Égypte, c'était toute la population égyptienne, Copte signifiant égyptien en réalité. Donc en réalité, les chrétiens étaient les peuples autochtones de cette région du monde. Et en fait, l'islam, donc les Arabes ont conquis ces régions par différents moyens, par la violence, par le viol, par les massacres, mais aussi par l'imposition d'un impôt qui n'est pas n'importe lequel, parce qu'en réalité, vous devez payer une amende pour rester juif ou pour rester chrétien ou pour rester zoroastrien. Les autres religions, ou même l'athéisme, c'est la mort. Donc voilà ce qui a été, en fait, ce qui était historiquement ce qu'on a pu voir au moment de la naissance de l'islam et les 2 premiers siècles. Pendant que vous parlez, on va voir l'évolution sur les différentes images avant, après, effectivement, avant l'arrivée des islamistes. Voilà, en fait, à partir ce que je vous ai dit jusque-là, c'est un peu la période historique. Mais à partir des années 60-70, il y a eu un renouveau de cet islamisme, puisque en réalité, on a vu, par exemple, la création des frères musulmans en 1928 au Caire, et vous connaissez jusqu'en France l'impact qu'a eu cette confrérie donc islamique. Il y a également bien sûr la révolution de Khomeini en 1979 en Iran. Il y a eu également lorsqu'il y a eu les crashs pétroliers, les chocs pétroliers en 73 et en 79, les pays arabes donc de l'OPEP qui ont en fait déversé des milliards de dollars à travers le monde pour construire des mosquées, construire des écoles coraniques, islamiser en réalité à la fois les populations, réislamiser d'autres populations et conquérir parfois ce que j'appellerais en fait conquérir les esprits pour que chacun en Occident par exemple se soumette à l'idée qu'il faut accepter cette présence islamique sur notre territoire.
Je vais prendre quelques cas parce qu'on ne peut pas parler de tous les pays musulmans sur la planète, mais en tout cas les plus. Je veux parler des principaux qu'on connaît. Donc il y a l'Iran, qui est le plus documenté, bien entendu. Dans les années 70, comme vous l'avez dit, eh bien les femmes à Téhéran pouvaient étudier, pouvaient être médecins, pouvaient être. En fait, les universités étaient mixtes. Elles pouvaient pratiquer n'importe quelle profession libérale. Et puis en 1979, il y a eu un code. En fait, les femmes ont été forcées de porter le voile de manière donc obligatoire. Et il y a eu toutes sortes de ségrégations, notamment au niveau du code de la famille qui a été abrogé. Vous parliez tout à l'heure justement du fait que les femmes pouvaient se marier. À un moment donné, on a abaissé l'âge du mariage. Eh bien, en Iran, ça a été abaissé à l'âge de 9 ans. En 2022, rappelez-vous, quand Mahsa Amini avait été tué, il y a eu le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et en fait, il y a eu des milliers d'Iraniens et d'Iraniennes qui ont été tués. Et il y a eu donc en fait en 47 ans, on a pu voir l'étendue de la répression du régime iranien sur les femmes notamment et sur l'ensemble du peuple. En Afghanistan ensuite, dans les années 60-70, comme vous l'avez dit, idem, c'était en fait Kaboul était une ville universitaire. Il y avait des femmes médecins, il y avait des femmes enseignantes, il y avait des femmes en mini-jupe. Et puis l'État est tombé sous la guerre avec la guerre soviétique à l'époque. Et tout cela a abouti en 1996 à la prise du pouvoir par les talibans. Et les talibans, la première décision qu'ils ont prise, comme si c'était la menace existentielle du pays, eh bien ils ont décidé de fermer les écoles pour les filles. Donc ça a été leur première décision. Et leur deuxième décision a été de les interdire de travailler, de leur imposer la burqa intégrale, obligatoire, et puis de pratiquer des exécutions publiques dans les stades devant des milliers de personnes. Et puis il y a eu le renversement en 2001. Et pendant 20 ans, il y a eu une sorte d'espoir. Et puis cet espoir est retombé en août 2021 quand les talibans ont repris le pouvoir dans l'indifférence complète et générale en Occident et dans le monde entier. Et puis il y a le deuxième cas qui intéresse, je pense, le public, c'est l'Algérie et la Kabylie. Et là encore, vous savez, la Kabylie était une région qui était assez moderne, assez ouverte. Bien sûr, il y avait de la tradition, mais il n'empêche qu'il n'y avait pas une pratique islamiste radicale, etc. Et puis, rappelez-vous, il y avait en 1991 le début de cette guerre civile, la décennie noire dont vous avez parlé, et qui a en réalité conduit à 100 000 à 200 000 morts. Et cette Kabylie, eh bien, dans cette Kabylie, on a vu également réapparaître le voile islamique un peu partout et un peu dans toute l'Algérie. En réalité, les militaires ont gagné la guerre en Algérie, donc durant cette décennie noire, mais dans la société, ce sont les islamistes qui ont gagné. Aujourd'hui, le voile est partout en Algérie. Donc il y a une défaite militaire, mais une victoire dans la société. Ensuite, le Liban, qui est mon pays natal, en réalité, comme vous avez dit, en 1960-1970, c'était le pays, le Paris du Moyen-Orient, la Suisse du Moyen-Orient. Et puis, il y a eu cette guerre syro-palestinienne contre le Liban. Il y a une chose qui énerve la plupart des Libanais, c'est quand, en Occident, on parle de guerre civile. Il n'y a jamais eu de guerre civile. Il y a eu une guerre syro-palestinienne systématique contre le Liban. Et cette guerre, elle a été financée par les Saoudiens et les Libyens. Et à cela se sont ajoutés les Iraniens à partir du moment où il y a eu la révolution de Khomeini. Et donc, le Liban a été en fait l'otage de ces deux islamismes sunnites et chiites qui ont voulu détruire non seulement une présence chrétienne, mais en réalité le seul pays en Orient où le chrétien était le véritable partenaire de l'État de cette nation. Et il y a également la Turquie, juste pour les femmes libanaises, elles, justement, bénéficiaient de tous les droits. Et effectivement, dans les régions contrôlées par le Hezbollah ou par d'autres islamistes, eh bien, ces femmes ont perdu énormément de pouvoir. Il n'y avait aucune femme libanaise voilée. Aujourd'hui, il y a des femmes voilées parmi les Libanaises. En Turquie, donc Atatürk effectivement a établi cet État en 1923.
Et lui, il a établi en fait un droit civil qui était vraiment révolutionnaire, puisque rappelons-nous quand même que l'Empire ottoman a duré 4 siècles. C'est le dernier califat qui a duré autant dans l'histoire de l'humanité. Il a été extrêmement répressif. Il y a eu le génocide arménien, il y a eu également ce dont on parle très peu, la grande famine au Liban qui a conduit au tiers des Libanais qui sont morts. Et il y a eu les massacres au Liban en 1840, 1860, etc. Et cette Turquie, il y a eu donc l'arrivée au pouvoir d'Erdogan en 2002. Et Erdogan a transformé complètement ce pays. Non seulement il a écarté cette laïcité au fur et à mesure, mais il a mis en place ce qu'on appelle la Diyanet, c'est-à-dire une administration religieuse de l'État qui ne s'arrête pas à la Turquie, qui vient jusqu'en France, finançant les mosquées, certaines mosquées sur notre territoire national. Et donc, aujourd'hui, on est passé donc d'une Turquie qui était laïque à une Turquie qui est islamiste et qui veut étendre son islamisme. Enfin, il y a le Sahel et le Nigeria dont on a parlé hier. Et vous savez, jusqu'avant 2012, ces pays bénéficiaient d'une sorte d'islam soufi qui n'est pas excellent, mais qui, disons, était mieux que celui qui est aujourd'hui, puisque celui qui est aujourd'hui, la première décision qui a été prise, ça a été la charia. Et l'interdiction pour les femmes, justement, de travailler, pour les filles d'aller à l'école. En fait, c'est le même système qui se reproduit à chaque fois. Et puis, pour aller rapidement, il y a les cas qu'on connaît, la Tunisie, où les femmes... Rapidement, ça fait 10 minutes. Une question, 10 minutes de réponse. mais c'est passionnant. En même temps. Non, mais c'est passionnant. Et puis, il y a beaucoup à dire. Et puis, surtout, ça prépare aussi au sujet, peut-être, de Gabriel Cluzel sur ces prières islamiques qu'on entend dans les villes françaises. Okay. Excusez-moi. Et donc en Tunisie, donc les femmes ont perdu de leurs droits ces dernières années, au Maroc aussi. Et il y a effectivement, donc en Libye, pareil, au Pakistan, en Égypte, le voile qui représentait 30% des femmes, aujourd'hui représente 90% des femmes. C'est quand même très important. Et puis, il y a également sur notre continent, il ne faut pas l'oublier, des pays comme le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, qui eux aussi étaient soi-disant étaient des pays communistes et qui, au fur et à mesure, à cause de l'argent des Saoudiens, des Qataris, se sont islamisés, sont devenus de plus en plus islamistes. Vous parlez d'islamisation historique et récente à travers les régimes politiques. Est-ce une vague qui continue de s'étendre aujourd'hui, et particulièrement pour les femmes ? Oui, le voile se répand d'abord sous la pression sociale. C'est toujours la même méthode en réalité. Puis il devient une obligation quasi légale. Puis les restrictions à l'éducation arrivent. Puis les restrictions au travail. Puis le contrôle de la mobilité. Étape par étape, à chaque étape, le retour en arrière devient plus difficile. Ce que l'Iran a vécu en quelques mois en 1979, d'autres pays le vivent sur 10 ans ou 20 ans par infiltration des institutions. Et donc on le voit, chaque pays est en train petit à petit de tomber et de ressembler de plus en plus à cette République islamique d'Iran. Mais la nouveauté depuis les années 2020, c'est vraiment les pays du Sahel, donc à commencer par le Burkina Faso, le Mali, le Niger, qui ont connu des coups d'État et des guerres avec des islamistes. Et puis, comme on l'a dit, ce qui s'est passé à Kaboul en 2021, qui a montré que les femmes disparaissaient complètement, brutalement de l'espace public, avec l'éducation qui leur est interdite et même la liberté de circuler. Les régimes en place et parfois leurs alliés extérieurs sont-ils simplement passifs face à cette islamisation ou faut-il parler de responsabilité directe ? Écoutez, il y a des régimes qui, évidemment, sont actifs. C'est eux-mêmes qui mettent en place ces mesures. Il y a dans d'autres pays, il y a des groupes assez influents financés par l'Arabie Saoudite, le Qatar, pour certains, d'autres par l'Iran, d'autres par différents financeurs qui, eux, petit à petit, islamisent la société jusqu'à, en réalité, pousser l'État à accepter cette islamisation de fait. Et ce qui est très malheureux, c'est qu'en Occident même, par calcul peut-être électoral ou par peur de perdre des contrats, notamment dans le secteur de l'armement, eh bien, on a souvent cette soumission aux déshydratats saoudiens et qataris et on les laisse prospérer et islamiser nos sociétés. Michel Fayad. Oui, sur les cloches, il y a
quelque chose qui est très important à dire, c'est que lorsqu'il y a eu la conquête de l'islam, au début de l'islam, la première chose qui a été arrêtée, ça a été les cloches, pour que les cloches arrêtent de sonner dans les églises. Donc ça, c'est, je pense, important de le rappeler. La deuxième chose, c'est que le voile, eh bien, en France, on nous dit que le voile, c'est par soumission de la femme à l'homme. Oui, mais pas que. C'est aussi pour distinguer la femme libre de la femme esclave. Et donc, et la femme esclave, on peut l'agresser sexuellement. Donc, quand on voile une femme et et l'autre n'est pas voilée, on met une cible dans le dos de celle qui est voilée. Et enfin, juste une dernière chose sur la Trinité. Effectivement, les chrétiens étaient considérés très souvent comme des polythéistes, ce qui a forcé notamment les maronites et d'autres communautés chrétiennes d'Orient à dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne font qu'un, juste pour ne pas montrer qu'ils sont polythéistes.